Je suis né le 29 mai 2003, un certain jour, un certain mois et une certaine année. C'est simple, c'est le moment où je suis arrivé officiellement sur Terre. Ça paraît rien comme ça, mais en réalité, pour en venir à mettre des mots sur ce moment précisément, il a fallu attendre des milliers d'années d'observation et d'organisation. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Salut, moi, c'est Dédé, et bienvenue dans la cassette numéro 2. Désolé d'avance, mais j'ai le nez bouché à cause du pollen, donc ma voix elle va pas être au top. Le calendrier qu'on utilise aujourd'hui et depuis des centaines d'années, il est composé de 365 jours, 12 mois avec 30 à 31 jours chacun, sauf un avec 28, et ces mois sont composés de semaines de 7 jours. Chaque partie de l'année a été organisée et structurée précisément pour qu'on puisse vivre plus facilement au quotidien, que ce soit seul ou avec les autres en société. Et tout ça de façon logique et naturelle. Ça nous aide pour tout. Le travail, les rendez-vous, les fêtes, des raisons religieuses. En fait, c'est pour organiser sa vie et son quotidien. On peut se dire que ça a toujours été comme ça, mais pas du tout. Alors, comment le calendrier a été créé ? À force de regarder le temps passer, on s'est vite rendu compte que le temps changeait et que différentes périodes se succédaient. Une chaude, une plus douce, une froide, encore une plus douce, et ainsi de suite. Pour une civilisation comme la nôtre qui a basé son mode de vie sur l'agriculture, ça a été logique de s'adapter en fonction de ces 4 périodes différentes. Et c'est là que le besoin de savoir à quel moment ces périodes allaient arriver est apparu, pour tout simplement mieux s'organiser et vivre plus facilement avec l'environnement. Il fallait savoir quand c'était le bon moment de semer les graines, de tailler les pousses, de récolter et de faire des provisions. Les créateurs de l'ancêtre de notre calendrier se sont rendus compte que ces périodes commençaient à partir de 4 moments clés. Mais avant de savoir comment ils ont fait, il faut d'abord comprendre pourquoi ces différentes périodes arrivent. On est tous au courant que la Terre tourne autour du Soleil. Ça, je pense que c'est un secret pour personne. Enfin, c'est si t'as suivi la cassette numéro 1. D'ailleurs, le tour qu'elle fait autour du Soleil, c'est pas un cercle parfait. En réalité, ça forme une ellipse. Faut imaginer un cercle où le Soleil est pas vraiment au centre, et que la Terre fait le tour de ce cercle. Donc, à un moment de l'année, la Terre est à une distance proche du Soleil, et à un autre moment, elle s'en éloigne. En apprenant ça, j'ai directement pensé que les saisons étaient liées à ça. Que quand la Terre s'éloigne du Soleil, il fait plus froid donc on est en hiver, et que quand elle se rapproche du Soleil, il fait plus chaud donc on est en été. J'ai comparé ça à un chauffage. Quand je me rapproche, j'ai chaud, et quand je m'éloigne, j'ai plus froid. Sauf que pas du tout. Et ça, je l'ai compris en essayant de faire des liens avec les variations de la durée du jour et de la nuit, et des changements de température. Déjà, généralement la distance entre la Terre et le Soleil, elle est de 150 millions de kilomètres. Quand la Terre est le plus proche du Soleil, la distance, elle est de 147 millions de kilomètres. Et quand elle est le plus loin, elle est de 152 millions. Cette toute petite différence de 5 millions de kilomètres, même si c'est plutôt pas mal, ça représente 3,3% comparé à la distance moyenne. C'est très peu. Et ça suffit pas à provoquer un changement de température et de durée du jour. Là on pourrait me dire, ouais mais qu'est-ce que t'en sais ? Eh bien il suffit de voir c'est quoi le mois où on se trouve en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil. En janvier, c'est le mois où la Terre est le plus proche du Soleil. Avec ma logique, ça devrait être la période la plus chaude. Mais absolument pas. Moi je suis en Europe, plus précisément en France, et ça tombe en hiver. Donc quand il fait le plus froid. En juillet, c'est l'inverse. C'est le moment où la Terre est le plus loin du Soleil. Selon moi, il devrait faire froid. Eh ben non. La réalité, c'est que c'est le moment où il fait le plus chaud en France. Donc, la distance Terre-Soleil permet pas d'expliquer le changement de température. Mais en plus de ça, ça permet pas d'expliquer non plus pourquoi la durée du jour est plus longue en été qu'en hiver, ni pourquoi quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Mais t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Il y a 2 notions importantes à savoir et qui changent tout. La première, c'est que la Terre, en même temps qu'elle tourne autour du Soleil, elle tourne sur elle-même. Et la deuxième, c'est que son axe de rotation qui traverse le pôle nord et le pôle sud, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est pas vertical. En fait, il est légèrement incliné de 23,5 degrés. Donc en fait, la Terre tourne sur elle-même en étant un peu penchée. Et cette inclinaison reste tout le temps dans la même direction. Pour mieux comprendre la suite, imagine que la Terre est divisée en 2 moitiés par une ligne imaginaire appelée l'équateur, qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Ces 2 pôles sont traversés par un axe de rotation légèrement incliné. Pour éviter les répétitions et que la vidéo dure 30 minutes, on va se concentrer sur l'hémisphère nord. Mais l'explication est exactement la même concernant l'hémisphère sud. C'est juste inversé parce que les saisons sont toujours opposées. Par exemple, quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Et quand c'est le printemps dans le nord, c'est l'automne dans le sud. Mais l'explication de l'été dans le pôle nord, c'est exactement la même que quand c'est l'été dans le pôle sud. Les 4 périodes dont j'ai parlé au début correspondent aux 4 saisons. Elles sont caractérisées par un changement de température. Et ce changement, il est dû à 2 facteurs majoritaires. L'orientation de l'hémisphère par rapport au soleil et la durée d'exposition au soleil. Tu vas vite comprendre pourquoi. En fait, étant donné que le soleil est beaucoup plus grand que la Terre, environ 100 fois sa taille, ses rayons arrivent toujours en ligne droite de manière pratiquement parallèle sur nous. Et c'est au moment où ils atteignent la surface de la Terre qui est parfois arrondie étant donné que c'est une sphère, que les rayons épousent la forme de la Terre différemment. En été, l'axe de rotation de la Terre il est incliné de façon à orienter l'hémisphère nord vers le soleil. Donc cet hémisphère reçoit les rayons solaires sous un angle très direct, ce qui les rend très concentrés et intenses. C'est pour ça que parmi les 4 saisons, c'est pendant celle-là que le soleil apparaît le plus haut dans le ciel à midi. Il va donc mettre plus de temps à parcourir le ciel, ce qui va allonger la durée de l'exposition aux rayons solaires. Étant donné que l'hémisphère nord est majoritairement exposé à la lumière du soleil pendant la journée, une plus petite portion de cet hémisphère reste dans l'ombre pendant la nuit. Ça va réduire le temps pendant lequel cet hémisphère est dans l'ombre et raccourcir la durée de la nuit.
Le soleil va se lever plus tôt et se coucher plus tard. On va donc avoir des longues journées et des nuits plus courtes en été. Et comme l'hémisphère nord est exposé longtemps aux rayons intenses du soleil, il accumule de la chaleur et se réchauffe. C'est pour ça que pendant l'été, les températures sont élevées. En avançant de 3 mois, on se retrouve en automne. L'axe de rotation de la Terre est maintenant incliné de manière à ce qu'aucun hémisphère soit directement orienté vers le soleil. Les rayons du soleil qui frappent cet hémisphère ne sont plus directs comme en été, mais un peu plus inclinés, parce qu'ils doivent épouser la surface arrondie de la Terre. Donc la concentration d'énergie solaire va être réduite parce qu'elle va être répartie sur une surface plus grande, mais avec une intensité plus faible. C'est pas comme en été où les rayons arrivent verticalement et sont concentrés sur une surface plus petite. Là, le soleil va apparaître plus bas dans le ciel à midi et suivre une trajectoire plus courte. L'hémisphère nord, en plus de recevoir des rayons solaires moins concentrés, va avoir moins de temps pour absorber la chaleur pendant la journée. On va donc assister progressivement à une diminution des températures, un raccourcissement de la durée du jour et un allongement de la durée de la nuit. 3 mois plus tard, on se retrouve à l'opposé de l'été, donc en hiver. L'axe de rotation de la Terre est incliné de manière à orienter l'hémisphère nord à l'opposé du soleil. Donc les rayons solaires vont atteindre cet hémisphère sous un angle très incliné, ce qui les oblige à glisser entre guillemets sur la surface arrondie de la Terre, ce qui réduit encore plus leur concentration par rapport en automne. L'énergie solaire est répartie sur une surface encore plus grande et avec une intensité encore plus faible. Le soleil apparaît donc très bas dans le ciel à midi et suit une trajectoire très courte, ce qui entraîne des journées encore plus courtes et des nuits encore plus longues. Vu que l'hémisphère nord est exposé pendant un court moment à des rayons solaires très peu concentrés, il a peu de temps pour accumuler la chaleur, ce qui entraîne une baisse des températures plus significative. C'est bientôt fini, on avance encore un tout petit peu pour terminer le cycle. Après 3 mois de plus, on arrive au printemps. À ce moment-là, l'axe de rotation de la Terre est de nouveau incliné de manière à ce qu'aucun hémisphère ne soit directement orienté vers le soleil, exactement comme en automne. Mais l'hémisphère nord commence cette fois-ci à se redresser par rapport à sa position pendant l'hiver. Les rayons du soleil frappent donc cet hémisphère sous un angle de moins en moins incliné. Ça permet à l'énergie solaire d'être un peu plus concentrée et d'atteindre la Terre avec une intensité qui commence à augmenter. Le soleil apparaît alors de plus en plus haut dans le ciel à midi et suit une trajectoire plus longue, ce qui rallonge la durée des journées et raccourcit celle des nuits. L'hémisphère nord est exposé plus longtemps aux rayons solaires et peut commencer à accumuler plus de chaleur, et donc entraîner une augmentation progressive des températures. Et ensuite rebelote, on repasse en été, etc. On s'est rendu compte que le début de ces 4 périodes était marqué par 4 moments uniques. Parmi ces 4, il y en a 2 appelés solstice et 2 autres appelés équinoxe. Le solstice, c'est un moment précis qui arrive 2 fois par an. En fonction de quel hémisphère est éclairé le plus par le soleil, la durée du jour et de la nuit est la plus longue de l'année. Ça peut varier à 1 ou 2 jours près, mais autour du 21 juin de chaque année pour l'hémisphère nord qui est le plus exposé au soleil, c'est le solstice d'été. C'est le jour le plus long de l'année avec la nuit la plus courte. Au contraire, dans le sud, à ce même moment de l'année, étant donné que c'est l'hémisphère le moins exposé au soleil, c'est le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue avec la journée la plus courte. Le 21 décembre, c'est l'inverse pour les 2 hémisphères. L'équinoxe, c'est un moment précis qui arrive aussi 2 fois par an lorsque l'hémisphère nord et sud sont éclairés par le soleil de la même façon. Donc à ce moment-là, la durée du jour est équivalente à celle de la nuit. Toujours avec 1 ou 2 jours de variation, le 21 mars, c'est l'équinoxe du printemps pour l'hémisphère nord et celui de l'automne dans le sud. Et le 22 septembre environ, c'est inverse. C'est à partir de ces 4 points de repère qu'on a pu déterminer l'ancêtre de notre calendrier, le calendrier romain en moins 753 avant Jésus-Christ, soit il y a 2777 ans. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Et vu que la lune est facile à observer chaque nuit, ils ont basé leur calendrier sur les cycles lunaires. Parce que t'as sûrement dû le remarquer, mais la lune change souvent de forme de façon régulière. Et il y a un moment où ça se répète. Un cycle comporte plusieurs phases qui correspondent aux différentes apparences que la lune peut avoir. Ces variations, elles sont dues à la position de la lune par rapport à la Terre et au soleil. Au fil du cycle, la portion de la lune éclairée par le soleil change, ce qui donne différentes phases visibles depuis la Terre. Comme la nouvelle lune, le premier quartier, les croissants, les gibbeuses, les pleines lunes et le dernier quartier. Je sortirais une cassette sur la lune parce que quand j'étais petit, je pensais qu'elle servait à rien. Mais tu verras que si. Il s'était donc basé sur ce cycle lunaire qui durait environ 29,5 jours pour déterminer un mois. Pour être aligné avec ces cycles lunaires et les saisons, d'après leurs calculs, l'année devait faire 304 jours. Ils l'ont donc découpé en 10 mois alternés de 29 et 31 jours. Pourquoi des nombres impairs? C'est parce qu'à l'époque, ils étaient très superstitieux et ils avaient peur des nombres pairs. C'est juste pour ça. L'année commençait d'abord par le mois de Martius pour Mars, dédié au dieu de la guerre. Aprilis pour avril, dédié à la déesse de l'amour Aphrodite. Maius pour mai, dédié à la déesse de la croissance Maia. Et enfin Junius pour juin, dédié à la déesse du mariage Junon. D'ailleurs, à cette époque, selon eux qui étaient polythéistes, donc la croyance envers plusieurs dieux, les dieux avaient créé l'homme comme un être avec 4 bras et 4 jambes. Sauf que malheureusement, ils auraient eu peur de sa puissance. Donc ils auraient décidé de le séparer en deux, créant ainsi l'homme et la femme, condamnés à chercher leur moitié. D'où le concept de l'âme sœur. C'est de là que vient le symbole de l'homme avec le bouclier et la lance de Mars, et de la femme avec le miroir de Vénus. Pour les autres mois, les Romains utilisaient des numéros. Quintilis pour le 5e mois, Sextilis pour le 6e, ensuite September, October, November, jusqu'à December pour le 10e.
puis 2 mois ajoutés à la fin pour que la période d'hiver ait à peu près le même nombre de mois que les autres saisons. D'abord Januarius pour janvier dédié à Janus le dieu des portes, et enfin le seul mois avec un chiffre pair, celui de février avec 28 jours car il était dédié aux défunts, donc à la mort. Ça faisait une année de 355 jours. Ça commence à se rapprocher de ce qu'on a aujourd'hui. Ils ont remarqué au fil du temps qu'il y avait un décalage avec les saisons. Et c'est totalement logique, parce que eux avaient basé leur calendrier par rapport à la Lune. Sauf que si tu te rappelles bien, les saisons sont liées au Soleil. Et ça coïncide pas, parce que le tour que fait la Terre autour du Soleil est de 365,25 jours environ. Et eux avaient une année de 355 jours. Donc, pour éviter de se décaler avec les saisons, des prêtres qui avaient pour rôle de maintenir le calendrier à jour ont alors ajouté un mois variable à la fin de février. Au final, cette décision elle était influencée par la politique parce que si les prêtres avaient des amis au pouvoir, ils pouvaient rallonger ce mois intercalaire. Et si ça en était pas, ils le diminuaient pour raccourcir leur durée au pouvoir. Donc à cause des intérêts politiques, le mois de février changeait énormément au fil du temps. Ça a encore plus éloigné les saisons par rapport au calendrier. Mais pas de soucis. Tout va changer à l'arrivée du fameux Jules César, qui va mettre en place une réforme, donc une modification, et donner naissance au calendrier julien. C'était en moins 45 avant Jésus-Christ, soit il y a 2069 ans. Avec son équipe d'astronomes, c'est des scientifiques qui étudient les étoiles, les planètes et les galaxies, il va adapter les calendriers non pas au cycle lunaire, mais au cycle solaire. L'année fera donc 365 jours, toujours avec 12 mois, mais cette fois-ci composé de 30 ou 31 jours, sauf le mois de février qui reste toujours à 28 jours. Les mois de janvier et février ont été placés au début de l'année parce que Janus, c'est le dieu des portes, ça on est tous au courant, mais en fait, c'est aussi le dieu du commencement et de la fin. Il est multifonction. Si on se rappelle bien, le tour de la Terre ne fait pas 365 jours exactement, mais 365,25 environ. Et pour compenser ce léger décalage dont il était bien évidemment au courant grâce à son équipe d'astronomes, il va introduire tous les 4 ans une année avec 366 jours en ajoutant un jour au mois de février. Parce que culturellement, c'est le mois où ils ajoutaient le mois intercalaire variable. Un peu de mathématiques, ça fera pas de mal. Dans 365,25 jours, c'est 365 jours complets et il y a le 0,25 jours qui traîne. C'est l'équivalent d'un quart de jour, donc une journée divisée en 4. Parce que 0,25 fois 4, ça fait un jour. Sauf que c'est compliqué de rajouter 0,25 jours dans un calendrier. Donc au lieu de se compliquer la tête, ils ont trouvé une solution. Si on avait fait un calendrier de 365,25 jours, tous les 4 ans, si on additionne, ça ferait 1461 jours. J'ai juste fait une addition, y a rien de compliqué. Et bien faire 365 plus 365 plus 365 plus 366, ça fait exactement le même résultat, et en plus c'est simple à mettre en place dans un calendrier vu qu'on rajoute juste un jour, et pas 0,25 jours à chaque fois. C'est l'introduction du concept d'année bissextile tous les 4 ans, donc une année comptant un jour de plus au lieu de 365. Pour savoir si une année était bissextile, il fallait qu'elle soit divisible par 4 en donnant un chiffre rond, donc sans virgule. Par la suite, les mois de quintilis et sextilis ont été renommés Julius, donc juillet pour Jules César, et Augustus, donc août, pour son successeur Auguste. Les mois ont ensuite été divisés en semaines de 7 jours, parce qu'à l'époque, les astronomes connaissaient que 5 planètes et 2 astres. La Lune pour lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, Vénus pour vendredi, Saturne pour samedi, et enfin le Soleil pour dimanche. En anglais, ça se dit Sunday, donc le jour du Soleil. Quelque temps après, la religion du christianisme, qui était très étendue, s'est appropriée le calendrier julien, et a attribué à chaque jour du calendrier une personne sainte, comme Saint Louis, Saint Martin, Saint Matthieu, etc. Les célébrations romaines ont aussi été remplacées, comme le 25 décembre. C'était la période où les Romains avaient leur plus grosse fête. C'était dédié à la base au dieu Saturne pour la Renaissance. Et pour les convertir plus facilement, les chrétiens ont changé cette date pour la naissance de Jésus. Petit souci, Jules César et ses astronomes s'étaient très légèrement trompés. Pourtant ils y étaient presque, c'est dommage. La Terre ne fait pas le tour du Soleil en 365,25 jours, mais en 365,2422, ou 24-22 si tu préfères. Ça crée un écart d'environ 11 minutes par an. À plus grande échelle, ça représente un écart de 3 jours tous les 400 ans. On peut se dire que c'est rien de grave, mais dans les années 1500, ce décalage s'était accumulé jusqu'à atteindre 10 jours. Les saisons étaient donc encore décalées, ce qui a perturbé les fêtes religieuses. C'est le pape Grégoire qui a une idée en 1582. Il a supprimé 10 jours cette année-là, et pour ajuster cet excès pour ne pas avoir de décalage dans le futur, le pape a décidé d'ajouter une règle concernant les années bissextiles de Jules César. Une année est bissextile si elle est divisible par 4 en donnant un chiffre rond. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Mais ce qui est différent maintenant, c'est que si c'est une année de siècle, donc terminant par 2 zéros, elle doit être divisible par 400 pour être bissextile, et donc donner un chiffre rond. Par exemple, 2024, c'est divisible par 4 parce que ça donne un chiffre rond, donc c'est bissextile. 2000, c'est une année avec 2 zéros à la fin, donc on divise par 400. C'est un chiffre rond, donc c'est aussi une année bissextile avec 366 jours. 2100, par contre, c'est pas divisible par 400, donc c'est pas bissextile. Pareil pour 2025, c'est pas divisible par 4, alors c'est une année de 365 jours. Et pourquoi ce changement fonctionne? Parce qu'en ajoutant pas de jours aux années de siècle, donc les années qui ne sont pas divisibles par 400, on supprime 3 jours tous les 400 ans. Donc on supprime l'excès d'accumulation et on devient très proche du nombre de jours que met réellement la Terre à faire le tour du Soleil.
C'est ce changement qui a permis de maintenir en phase le calendrier avec l'année solaire et de ne plus avoir de décalage. C'est la naissance du calendrier grégorien, en l'hommage du pape Grégoire, celui qu'on utilise encore aujourd'hui depuis quasiment 500 ans. Et voilà, maintenant tu sais pourquoi notre calendrier est comme ça. Tu connais l'origine des années, des mois, des semaines et des jours. Et tu sais aussi comment on a fait pour s'organiser par rapport au soleil avec les saisons. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a réussi. Et aujourd'hui, c'est devenu la base pour qu'on puisse vivre. J'espère que ça t'a aidé. C'était Dédé. Au revoir.